Bonjour Meg. Bonjour Louise. Alors, j'avais vraiment envie de discuter avec toi parce que je t'ai découverte par Internet, bon, par un ami commun, on y reviendra peut-être dessus, il y a quelques mois et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce que tu faisais, Merci. musicalement, puisque tu es chanteuse. Oui. Voilà, donc je te laisse te présenter dans l'ordre que tu veux. Voilà. C'est toujours un petit peu complexe, présente-toi. Du coup, Ouais. je m'appelle Mégane. Mon nom de scène, c'est Meg Dumas. Je suis chanteuse et aussi comédienne. Ok, Dumas, à la base, c'est ton vrai nom de famille? C'est mon vrai nom de famille, ouais. Parce que j'ai vu que sur Internet, tu l'avais coupé en deux, Du Oui, et Ma. c'est parce que sur Instagram et sur Facebook, ton arrobase, s'il existe déjà ailleurs, tu peux pas le mettre. Donc j'ai dû mettre un petit tiret entre Du et Ma pour pouvoir exister sur Instagram. D'accord. Mais ouais. c'est pas du tout que tu voulais pas que ce soit ton vrai nom de famille, enfin te Non. faire un nom de scène? En plus, à la base, moi, c'était Meg. Et pareil, toujours, on commence vraiment par le truc hyper factuel, mais quand on est quand on est dans le spectacle, il faut qu'on puisse être trouvable sur Internet. Et quand on tapait Meg sur Google, on tombait sur une autre chanteuse qui s'appelle Meg et qui elle est japonaise et qui est signée chez Universal. Ok. Donc en termes de visibilité, il y a beaucoup plus c'était très compliqué de tomber sur mon profil. Du coup, au moment de la sortie... T'imagines le gars qui s'appelle Bernard Werber qui veut se lancer dans les romans. C'est dur. Et du coup, au moment de sortir l'EP là en février, le petit album 6 titres, je me suis dit comment faire parce que pour médiatiser autour, si on ne me trouve pas, ça va être compliqué. Et donc, j'ai décidé de rajouter mon nom de famille que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Comme ça, maintenant, quand tu tapes Meg Dumas, tout de suite, Spotify, Instagram, site web, c'est mon projet, donc ça va. Ok, et tout ça tu l'as créé dans la foulée parce que tu viens de parler d'un EP, déjà c'est tout bête mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, et je saurais même plus te dire ce que ça veut dire EP, mais en fait c'est un petit album. En fait quand tu sors un titre c'est un single, quand tu sors un disque qui a plus de 10 titres on est sur un album, et quand on est sur un format intermédiaire, 5-6 titres on est sur un EP. Et je trouverai la définition. De l'acronyme. Ouais, c'est ça. Alors donc tu m'as dit chanteuse. Oui. Mais pas que. Mais pas que. Ok. Artiste touche à tout. Ok. Comédienne aussi. Donc ça, ce sont mes deux activités principales qui me font vivre au quotidien. Okay. Après, j'écris aussi des scénarios. Génial. J'ai fait de la bande dessinée, pas en tant que dessin, mais en tant que scénariste. Ok. Ouais, souvent dans les bandes dessinées, on retient plutôt celui qui... on retient l'objet, mais il y a l'histoire. Bien sûr, ouais. Donc voilà. Ok. Et puis après, plein de choses. J'adore dessiner aussi. J'aime écrire, j'aime faire de la photo, j'adore réaliser aussi des clips. D'ailleurs, tous mes clips, j'ai souvent été devant et derrière la caméra. Aujourd'hui, j'engage des gens pour la caméra, mais je dirige aussi parce que j'écris le scénario, le découpage et tout le tralala. J'adore ça. Fabriquer les costumes et les décors aussi. Génial. Oui, et que tu as totalement la main sur ton projet. Et en plus, c'est bête, mais je remarque ça, c'est quand tu as un peu moins de moyens. Ça te pousse à être original vraiment et à trouver des solutions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Et du coup, ça stimule la créativité. Est-ce qu'on peut peut-être commencer, alors même si tout va se mêler, plutôt pour le côté chanteuse, parce que moi, c'est vrai que c'est plutôt ce biais-là que je t'ai connu. Donc tu chantes quoi? Du coup, là, je suis dans un créneau chanson française aux influences jazz et pop. Je chante mes chansons. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé, j'avais 18 ans. D'accord. J'ai commencé dans un registre un peu différent. Enfin, j'étais dans un créneau très jazz, mais c'était surtout de la reprise de grands standards de jazz des années 40-50. Génial. Comme quoi, par exemple? Comme tout le répertoire de Piaf, mais le répertoire de Peggy Lee, Julie London, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Louis Armstrong, enfin tout le gratin jazz. Alors, tu dis donc à 18 ans, là tu as quel âge? Là, j'ai 29 ans, presque 30. Ok, donc ça fait pas 12 ans. si longtemps? Enfin... Oui, j'ai commencé assez tard au final comparé. C'est vrai que quand tu écoutes les interviews des gens, oui, moi j'ai commencé le chant, j'avais 6 mois. C'est ça. Ouais, t'as toujours des success stories. C'est ça, vraiment à 5 ans, j'avais mon premier Oscar et tout. Mais tu sais, t'as Amy Winehouse qui fait des vidéos, elle est haute comme 3 pommes. Oui, elle est tout petit, Elle est là. Après, si tu veux, les VHS. J'ai mon premier single, et ça c'est très drôle, qui s'appelle Da Da Da. Et j'avais pour le coup 9 mois. Parce qu'il paraît, j'ai des vidéos de moi à 9 mois où j'étais ultra fan d'Ophélie Winter.
heure. Ok. Et genre on voit des photos, des vidéos de moi où je danse à fond, tu vois. Et je faisais da 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 da. C'était laquelle? Alors je saurais même plus te dire. Mais j'ai tu la l'as vidéo. remasterisée en fait. Tu as fait ta propre création. C'est ça. Et en fait mes parents à l'époque ils avaient les petits enregistreurs cassettes et ils m'ont enregistré et ils ont fait da 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 et genre ils ont imprimé la petite couve de la cassette et c'est une photo de moi à 9 mois avec des lunettes et il y a marqué da 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 Mégane Dumas et tout. J'ai l'impression que tes parents sont relativement fun, non? Ouais, ils sont un peu barrés, ouais. Ok. Donc on part pas de zéro non plus, quoi. Non. Après vraiment la musique hein, d'un point de vue projet artistique, c'est arrivé assez tard effectivement. Ok. Mais il y a toujours eu un peu de ça quand même. Mais j'ai pas eu une grande culture musicale dans ma famille et mes parents c'était plutôt une culture cinématographique et BD, beaucoup de dessins et tout ça. Ouais, donc ce qui explique tes deux de tes autres passions, quoi. Oui. Ok, donc alors je prends vraiment des ordres. Hein. Vas-y. Tu es originaire de quel coin? Alors, je suis née dans les Yvelines. Ok. J'ai passé 15 ans là-bas, j'ai grandi entre Bois d'Arcy, Villepreux, Plaisir et tout ça. Et à 15 ans, ma famille est partie s'installer en Normandie. Ok. Parce que j'ai toute la famille de ma mère qui est normande. Et du coup, on s'est rapprochés d'eux dans le Calvados. Et là, j'y ai vécu de mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans, parce que j'ai fait des études à l'université de Caen. D'accord. Après, moi, je suis partie en... T'étais dans quoi? J'étais en art du spectacle, en cinéma et théâtre. Et puis après, je suis partie poursuivre mes études à Rennes. J'étais dans la branche qui était à Saint-Brieuc pour étudier toujours la technique de l'image et du son. Pour acquérir, parce que j'avais eu beaucoup de théories. C'était hyper intéressant d'un point de vue culture, perso et tout. Mais après, pour travailler, c'était un peu plus compliqué. Et du coup, je voulais aussi me former sur la partie technique. Et c'était hyper enrichissant parce qu'on n'était que dans le vrai, quoi, sur des plateaux et tout. Acquérir des compétences réelles, quoi. Et puis ça me servait, moi, à côté, parce que j'avais commencé à chanter. Et du coup, savoir comment fonctionne une sono, comment marche l'acoustique, le son, même l'image. Tu vois, quand tu veux faire tes propres clips, au début, il faut savoir gérer toutes les caméras, tout ce qui va avec. Et du coup, voilà. Et puis après, je suis revenue un peu en Normandie. Et puis après, je suis partie m'installer à Lyon. Voilà. D'accord, tu n'es pas repassée par Paris? Non, en fait, Paris, j'y suis tous les mois. D'accord. Parce que du coup mon activité de comédienne ça se fait surtout sur Paris, donc j'y suis très régulièrement. L'avantage entre Lyon et Paris c'est que du coup il y a 2 heures de TGV, quoi, donc c'est direct. Et tes parents sont là-bas, Mes parents sont en Normandie. D'accord. Ouais. Ok, mais toi tu t'es installée à Lyon, donc tu dis il y a 3 ans. 3 ans. Et pourquoi Lyon? Parce qu'il y a 4 ans, j'étais sur un tournage en Normandie et je jouais le rôle d'une chanteuse de rue. Et en fait, j'ai rencontré mon amoureux qui jouait le rôle principal du film. Le film d'ailleurs, c'est PPPS I Love You de Elliot Ofnung. Il faut aller le voir, il est très chouette. Et puis en fait, pendant 1 an, on était à distance et la SNCF, on l'aime bien, mais elle coûte cher. C'est clair. Et du coup, au bout d'1 an, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une forte scène chanson quand même à Lyon. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller voir ce qui se faisait là-bas aussi. Et donc, j'ai bien fait parce qu'en 3 ans, j'ai quand même sacrément développé le projet. Et ton futur, ce serait plutôt à Lyon ou tu envisages d'autres choses? Pas forcément. Ton copain va l'apprendre en même temps que... Non, il le sait, on en a déjà discuté, mais c'est vrai que la question se pose de plus en plus, à savoir que lui, il est comédien. Et donc, il est aussi beaucoup sur Paris et on passe beaucoup de temps dans le train. Donc on se pose la question de savoir quelle sera la prochaine étape. Est-ce qu'on reste en Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce qu'on ne remonterait pas en région parisienne? Pour une question pratique, nos familles sont aussi un peu plus dans le nord, donc c'est un peu... Donc on va voir. Parce que ça, c'est vrai que c'est un paramètre en tant qu'artiste qui est très complexe en France, étant donné qu'il y a une centralisation même des arts. Et je trouve surtout l'audiovisuel. Il y a un petit spot qui s'est créé là du côté de Montpellier. Il y a pas mal... Il y a pas mal de studios de cinéma dans le sud, mais d'accord, tu vois, je pensais pas du tout Montpellier. Toutes les productions un peu TF1, je vais dire des conneries parce que ça n'existe plus, mais genre Sous le soleil ou des trucs comme ça se fait. C'est dans marrant, le sud, mais j'ai eu en tête exactement voilà. Il y a plein de petites prods, j'ai des copines qui sont dans la production et qui travaillent à Montpellier.
Okay. Mais du coup, à voir ce qui sera le plus pratique pour nous et le plus accessible aussi financièrement. Ouais, bien sûr. Et puis, ce qui me rassure, c'est que pour en avoir discuté avec plein d'autres amies chanteuses et musiciennes, des fois, elles ont des groupes qui sont dispersés dans toute la France. D'accord. Elles se retrouvent pour faire des résidences artistiques durant lesquelles elles répètent pendant une semaine. Ouais. Et après, elles sont au point pour les concerts. Et voilà. Parce que je me disais, comment tu fais si tu en as un qui est à Paris, l'autre qui est à Lyon, l'autre qui est pour pouvoir travailler. Mais en fait, aujourd'hui, même grâce à la technologie, on peut carrément travailler à distance. Et alors, tu vois, j'en profite pour te poser la question. J'ai jamais exactement compris ce que c'était qu'une résidence artistique. Ouais. Une résidence, c'est les membres d'un groupe, on se retrouve dans un même lieu, dans une maison ou un endroit qui est dédié à ça. Et pendant une semaine, on répète, on crée. C'est vraiment en fait comme une colonie. Okay. Mais artistique. Mais ça fait rêver. Mais c'est trop cool, ouais. Et puis en plus, tu peux en faire comme ça. Genre moi, demain, je fais venir toute l'équipe à la maison. On peut dire que c'est une résidence. D'accord, ok. Mais il y a des appels à projets, des dispositifs qui existent et qui mettent à disposition des lieux exprès pour ça. Et il y a ça aussi pour le théâtre. Là, mon copain, il était en Picardie pendant 10 jours et en fait, ils ont fait des créations au plateau. Donc, ils ont créé la scène, enfin le spectacle en direct sur scène. Enfin, c'était trop bien et dans un lieu dédié aux artistes. Et tu peux te retrouver avec des gens que tu connais pas du tout. Pour faire faciliter des rencontres. Ouais, ça m'est déjà arrivé. En vrai, ça m'est déjà arrivé une résidence. C'était avant que j'arrive à Lyon, mais en Normandie, où on était une quinzaine d'artistes issus de projets différents et ça avait été fait exprès pour qu'on puisse se rencontrer aussi. Et il y avait des ateliers, des trucs. Enfin, c'était vachement enrichissant et du coup, j'ai rencontré des gens très cool. Après, moi, on me met une semaine en ambiance colo, je suis pas sûre que je produirais grand-chose. Ça dépend de pourquoi tu vas. Faut être rigoureux, tu vois. Je sais que ça dépend de la méthode de chacun. Moi, je sais que pour créer, j'ai besoin d'être toute seule. Ok. Et du coup. Donc ça va être peut-être sur certains aspects. Ouais, tout ce qui va être répétition, par contre, ça c'est chouette si on peut se retrouver plusieurs jours. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte, c'est ça que j'ai vu dans Bohemian Rhapsody. Un moment où ils vont tous dans une espèce de ferme. Tu l'as vu le film? Je l'ai pas vu, non. Enfin, attends. Il est sorti il y a un petit moment. Ça commence à faire, ouais. Ouais, je l'ai peut-être. Et ils vont en fait dans une ferme un peu paumée en Angleterre parce que je crois qu'ils manquent d'inspiration. Il faut vraiment que Freddie Mercury sorte un gros tube. Ouais. Et en fait, c'est là qu'ils font Bohemian Rhapsody. C'est ça une résidence, ouais, c'est te sortir un peu. Parce que moi, j'ai remarqué aussi que la créativité, elle est stimulée quand tu es en dehors de ton cocon habituel. Et tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que mes entretiens, je tiens absolument à les faire jamais sur là où la personne habite. Ou, tu vois, dans un endroit qui soit nouveau. Qui te déconnecte. Ouais. Et ça fait du bien, c'est pour ça que je sais qu'on a tendance à l'oublier, surtout dans ces métiers. On est vraiment focus sur le travail, et on ne prend pas trop de pauses. Et là, j'essaye de vraiment mettre ça en place. Là, par exemple, j'ai passé 2 jours à Marseille. Alors, si tu dis 2 jours, c'est court. Mais 2 jours dans les calanques, ça lave le cerveau. Et après, tu reviens et ton inspiration, elle est beaucoup plus grande, je trouve. J'ai vu tes photos sur Internet. Ça fait envie. Ouais, c'était joli, hein. J'avoue que ça avait l'air pas mal. Ça faisait du bien là, de changer d'air un petit peu. Mais du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, de par ton métier, c'est vraiment à toi de à la fois te dire, ok, je me fais mes horaires, donc il faut être super rigoureux, mais en même temps, tu as une porosité en fait entre ta vie privée et la vie professionnelle. C'est à toi aussi de mettre la limite, de dire, ok, là je suis crevée quoi. Alors ça a été très dur au début de délimiter ça parce que je ne me rendais pas forcément compte. Et comme mon compagnon, il est aussi artiste, et la frontière entre le perso et le pro, on pouvait à 22h être encore en train de parler boulot. Je peux te parler des couples de profs dans la même c'est pareil, les gens qui ont des métiers en commun en plus, c'est compliqué de... Ouais, et du coup, maintenant, déjà, je prends mes dimanches maintenant. Le dimanche, je ne travaille plus. J'essaie de m'octroyer des moments. Alors je sais que je peux pas partir en vacances 3 semaines comme ça parce que on a des métiers où on est tout le temps sollicité et puis ça nous tombe dessus un peu n'importe quand, donc on contrôle pas. Il y a toujours des mails, des machins. Mais du coup j'essaie de m'octroyer des espaces genre 2 jours par-ci, 3 jours par-là. Et puis avec mon copain, on s'est vraiment mis une règle maintenant, c'est à partir de 19h, sauf les soirs de concert. On cut le travail et là on ferme l'ordinateur et là on va se préparer à manger, petite soirée tranquille. On essaie de se créer des espaces pour dissocier les deux. Moi là où j'ai l'impression que ça peut être compliqué, mais peut-être que sur je vais dire une énorme connerie, mais sur des formats courts, par exemple créer une chanson, est-ce que tu as besoin, parce que je le vois sur les livres, peut-être parce que c'est un volume plus considérable, mais tu as besoin de rester dans un flux. Et le fait de couper... Ouais, c'est dur.
de se remettre. Ouais. J'ai l'impression que, tu vois, le temps de se remettre. Alors, bien sûr qu'il faut du temps de repos, bien sûr qu'en plus on ne peut pas tenir. Ouais. Mais tu vois, il y a toujours cette espèce d'équilibre à garder. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est tout le problème de l'inspiration, c'est que des fois, elle tombe vraiment à des moments pas pratiques du tout. Et quand tu as cette énergie créative, il faut absolument pas la louper parce que tu sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. Des fois, tu es obligé de te couper dans ton truc et après, c'est dur de s'y remettre parce que moi, il y a ce double truc, c'est tu as la création, le truc très artistique qui vient du cœur, mais c'est aussi ton métier. Donc en fait, quand tu commences un morceau, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et puis des fois, tu as des deadlines et des fois, tu as des impératifs. Donc il faut quand même te mettre dans un cadre où c'est pas toujours... Et à ce stade, est-ce que tu as en tête, il faut que ça marche? Tu vois, quand tu crées tu vois, est-ce que déjà dans ta tête, tu es un peu limité, ou je sais pas si c'est une limite, hein, mais par le côté, ok, comment ça, ce que je suis en train de faire, ça passerait auprès du public? Ouais, alors j'ai eu cette phase-là, notamment pendant la création du petit album, parce que c'est vrai que tu travailles tellement que tu as envie qu'il y ait quand même une reconnaissance et tout, voilà. Mais en fait, je crois que plus j'avance, plus je me rends compte que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, d'un point de vue purement pratique, dans ton concert, il faut que tu sais qu'il y a des rythmes à suivre, que tu as des chansons qui doivent plus ou moins rythmer que d'autres. Enfin, tu as une structure à suivre, donc il faut que tu aies les morceaux qui te permettent de... Donc c'est important de consacrer du temps à ces choses-là. Mais je pense que ça vient aussi bloquer la créativité. Et moi, je me rends compte quand je me fous la pression avec, il y a ces codes-là, il faut que ça fasse ça, tant de BPM, que... Et en fait, ça me bloque complètement. Et là, tu vois, dernièrement, j'ai été une semaine toute seule. Et j'ai été avec mon ukulélé et j'ai eu une chanson qui est Attends, venue. tu fais de l'ukulélé aussi? Ouais, du ukulélé électrique depuis peu. Hein. Donc toi là, j'ai les doigts qui commencent à se faire. Et je suis assez contente parce que franchement, je sais pas du tout, enfin j'y connaissais rien et ça vient assez vite. Donc c'est très cool. En plus, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le ukulélé là que j'ai et j'aime trop la sonorité, j'aime trop ce que ça raconte. Et puis effectivement... Oula. Ok, les aléas du direct. Oh mon Dieu. Ah ouais, mais ça va, il est passé... Il est passé, genre il a même pas fait basculer la caméra, quoi. Ouais, on va le garder au montage. Ça marche. Bon, à moins qu'il repasse toutes les 2 minutes. Une capture d'écran sur... Ouais, et lui avec la langue pendante. Ok. Je voulais vraiment, parce que je fais un petit peu de clavier, mais ça reste très fragile et je voulais vraiment maîtriser un instrument à moi, pour composer. C'est beaucoup plus facile de composer, je trouve, quand tu as l'instrument en main. Et du coup, j'ai eu cette semaine-là où j'étais vraiment toute seule et j'ai ce morceau qui est sorti. Alors je prends le temps de le fabriquer parce que j'ai envie aussi, parce qu'on nous incite beaucoup à être productif très vite et à sortir des sons et tout, mais je trouve que c'est vraiment, ça flingue la sensibilité et moi j'ai vraiment envie de me retrouver là dans un truc un peu intime avec la musique et donc j'ai créé ce morceau qui est encore en gestation. Exactement, et qui pour le coup est très doux et pas du tout mainstream, mais je l'aime trop. Donc je pense que en fait déjà le premier truc, c'est si j'adore ce que je sors, c'est déjà hyper important, parce que sortir un morceau qui correspond à ce qu'on attend, quel intérêt. Et puis en plus, c'est pas forcément ça qui va te faire entre guillemets fonctionner. Popper. Ouais, parce qu'en fait tu ne fais que intégrer un moule qui est certes d'actualité, mais on est beaucoup à être dans ce... je pense que si Philippe Catherine avait suivi ça, mais il n'existerait pas. Moi j'aime beaucoup Philippe Catherine, il est barré. Je voulais l'électrique aussi parce que je me suis dit, si je m'en sors bien, je veux l'emmener sur scène. Sur scène, pour l'amplifier, ça va être le merdier s'il faut mettre des micros de partout, donc là tu as juste à le brancher. Trop bien. Et à la maison, si je veux faire des maquettes, et je le branche sur ma carte son et hop, c'est dans l'ordi, quoi. C'est plus facile en termes de... Et là, le côté technique que tu as appris, tu vois, je pense que ça t'a donné aussi des bons réflexes. Oui, puis je vois bien aussi de au penser contact à ça, des musiciens. Et si je veux rajouter des pédales d'effet, je pourrais aussi. Ok, ouais. Là, tu me perds. Hein, étape par étape. Là, déjà, je suis plus à l'aise. Donc, tu as commencé, tu disais, avec du jazz, donc des standards. Ouais. Ok. Je te raconte l'histoire. Ah, mais carrément, on est là pour ça. On en avait parlé un petit peu au concert la dernière fois. Mais alors, j'ai commencé la musique un peu par hasard. En fait, j'étais en terminale et mon prof d'art plastique, et donc j'étais en spé art, donc j'avais genre 10 heures d'art par semaine. Et en fin d'année, mon prof d'art a eu des soucis de santé, donc il a été absent. Ok. Et en fait, du coup, on s'est retrouvés avec beaucoup d'heures de permanence. Et plutôt que de les passer en salle de perm à rien faire, avec les copines, on squattait la salle d'art plastique
déjà pour avancer sur nos dossiers d'art et aussi pour faire des karaokés. Excellent. Et on a fait un karaoké où j'ai chanté les chansons de Grease et j'ai fait Look at me, I'm Sandra Dee. Et en fait, j'ai une copine qui m'a filmée à ce moment-là et qui l'a posté sur Facebook. Et, parce qu'on était sur Facebook beaucoup. Et on était pas loin des 70 ans du débarquement de la Normandie, parce qu'en Normandie, il y a eu le débarquement pendant la guerre. Et donc tous les ans, il y a beaucoup de festivités qui se font en Normandie. Et en fait, ma petite vidéo de moi en train de chanter, elle a tourné sur les réseaux. Et il y a un ami qui s'appelle Cyril Nérac qui a dit hey, « tu devrais voir avec telle ville parce qu'ils cherchent en fait des chanteuses et des chanteurs pour animer les festivités. » Ok, c'était en quelle année ça? Eh bien, on était en 2014. D'accord. Donc ça commence à faire un bout. Ouais. Et du coup, la petite ville d'Annel, un petit village pas très loin de chez moi, a été tentée par ma voix et du coup m'a dit t'as carte blanche, 1 heure de concert. Direct. Ouais, par contre il faut qu'on soit vraiment dans un créneau années 40 quoi. Et moi à cette époque-là, j'avais jamais chanté en public. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une sono en termes de branchement, que dalle. Et du coup j'ai dit oui. Et donc là je me dis quand même des fois je suis un peu, grosse accélération et gros saut dans le vide. Et du coup pendant 2 mois j'ai préparé tout un répertoire de chants et tout. Ça allait de Marilyn Monroe à Edith Piaf en passant par du Charles Trenet et tout ça. Et j'ai fait ce spectacle là et les gens étaient adorables. En plus, la salle était vraiment plus que pleine. Il y avait des gens à la fenêtre. Mais je pense que c'est parce que c'est la petite jeune du coin, tu sais, qui fait... Et en fait, je pensais que ce serait un one-shot. Et ce premier concert, il y avait une dame dans la salle qui est venue me voir après, qui m'a dit est-ce que tu voudrais refaire la même chose dans 15 jours à Caen pour tel événement? Je suis ouais. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de concerts dans ce créneau-là. Et puis après, quand j'étais étudiante, j'ai aussi eu des groupes avec qui on a fait des concerts. Là, on était plus sur des créneaux pop et tout ça, tu vois, ou folk un peu. Mais voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai fini mes études. Et en sortant des études, c'était qu'est-ce que je fais maintenant en fait? Parce que moi, à la base, mon projet, c'est de faire comédienne. Je voulais être Jacqueline Maillan. Et du coup, en sortant de là, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Il y a eu le Covid, donc ça a permis de... et puis voilà, après, je suis partie dans le spectacle à fond, quoi. La première fois que j'ai chanté un peu pour moi comme ça, alors, j'ai découvert New York de Sinatra, mais via la série Desperate Housewives. Avec Susan Myers qui s'humilie en chantant la chanson. Bon. Et je trouvais la chanson trop bien. Et du coup, je l'ai trouvée et je l'ai apprise et je la chantais chez moi. Voilà. Et ça m'a fait pareil avec All By Myself de Bridget Jones. C'est vrai que oui, t'as vu, tu découvres des morceaux. Ouais, c'est ça. Et du coup, je la chantais et tout. Et pour rigoler, mes parents m'avaient dit attention, il va pleuvoir demain. Donc je pensais que je chantais pas bien, tu vois. Mais en même temps, je kiffais de la chanter. Et puis après, au lycée, c'est vraiment... pas traditionnel du tout. Je suis désolée, j'ai pas fait le conservatoire, j'avais pas de culture musicale. J'étais vraiment, pour moi, c'était Madonna et Indochine. Donc, ça reste. C'est très cool, mais genre, j'avais ça reste très sympa. Zéro culture. Et pareil, merci à la pop culture, j'ai découvert Glee, la série. Et quand j'étais au lycée, et donc cette série, ils chantent tout le temps et ils explorent plein de répertoires différents. Et donc j'ai découvert Barbara, j'ai découvert plein de comédies musicales. Et du coup, ça m'a donné une culture. Et donc j'ai commencé à chanter comme ça pour moi. Mais j'avais pas spécialement conscience que je pouvais faire quelque chose avec ça derrière, quoi. C'était pas... Et en plus, j'étais extrêmement, je le suis toujours, mais extrêmement timide. Et je sais même pas comment j'ai fait. J'ai dit oui pour cette date-là, et alors que... quand il a fallu monter sur scène, j'allais chaud, te dire, au niveau de la gestion du stress, direct, tu as été dans le grand bain. Alors, est-ce que c'est quelque chose depuis, ça fait quoi du coup, 11 ans? Ça fait 11 ans, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui était là dès le début et qui ne t'a jamais quitté, ou est-ce que c'est quelque chose que tu arrives petit à petit à apprivoiser? Le trac, il a toujours été là. T'en parles aux gens avec qui je travaille aujourd'hui, ils vont dire que je suis une grosse traqueuse, mais je le suis beaucoup moins qu'il y a 10 ans, donc je pars vraiment de très loin, au point qu'il y a même eu des tout premiers concerts où j'ai bien failli vomir avant de monter sur scène, tellement ça flinguait le ventre et tout. Je suis toujours très traqueuse aujourd'hui.
surtout quand ça concerne le spectacle et le spectacle vivant, le live. D'accord. Je suis beaucoup moins quand on est sur des projets audiovisuels. Ok, Là, parce que l'aspect comédie, c'est toujours sur des choses filmées. Par exemple, c'est pas le théâtre. Oui, c'est vrai, moi quand je dis comédienne, c'est même plus actrice du coup, puisque c'est pour l'audiovisuel. Et c'est vrai que l'audiovisuel, du coup, tu as cette sécurité de si tu te trompes, on reprend et c'est pas grave. Là où dans le live, si tu chies ta chanson, tu chies ta chanson et c'est tout quoi. Et c'est pas le même rapport aux choses. Et ouais, la scène, c'est à la fois hyper enthousiasmant, il y a l'adrénaline et tout ça. Et en même temps, moi je suis très exigeante par rapport à moi et par rapport à mon travail. Il y a un ultra perfectionnisme que je travaille également parce qu'il faut aussi laisser un peu de souplesse au spectacle vivant. C'est du spectacle vivant, donc il ne faut pas non plus que ce soit figé de trop. Mais c'est intense quand même. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça et je travaille encore dessus parce que qu'il y ait un peu de stress avant de monter sur scène, c'est normal. Et au contraire, ça te galvanise et c'est important. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et tu as le stress et tu as aussi peut-être le manque de confiance en soi. Je fais bien la différence entre l'adrénaline que tu ressens au moment de monter sur scène et le manque de confiance qui va te dire la chanson suivante, celle-là, tu es un peu moins sûr en termes de comment dire. Il y a des morceaux qui sont plus difficiles pour moi que d'autres à chanter parce que ça demande une technique ou des notes qui sont moins faciles à atteindre. Et du coup, s'il y a de l'appréhension, ça peut me sortir du morceau et du coup, voilà. Et ça, je travaille vachement dessus. Il y a un morceau dans mon set que j'aime énormément en plus, mais qui est techniquement, vocalement plus dur pour moi. Et du coup, maintenant, j'essaye vraiment... Donc, j'ai pris des cours de chant déjà aussi pour essayer d'apprivoiser ça. Et, tu les as pris à quel moment ? Je les ai pris en arrivant à Lyon. D'accord. Il y a 3 ans, avec une super prof, Isabelle Bello à Lyon. Et en fait, moi j'ai une appréhension pour les notes très hautes, par exemple. Mais on est ça monte jusqu'où ? Tu peux monter jusqu'à quelle alors sur le clavier, je monte jusqu'au do dièse. T'as le do central et jusqu'au do dièse. Donc moi je suis plutôt médium grave. Oui, ok. Donc, le nom de ta voix c'est... Ah oui, moi je suis mezzo soprano. Mezzo soprano, pas tellement soprano, plus mezzo. Mezzo, ok, d'accord. Et du coup, elle m'a donné plein d'astuces du genre par exemple quand tu as une note haute qui arrive, tu as tendance à la voir haute, tu vois. Et elle m'a dit non, tu la vois comme sur une route plate. Et que c'est juste, faut avancer en fait. Et du coup, tu pièges ton cerveau et du coup, tu... D'accord, ça la rend... ça la rend beaucoup plus accessible. C'est très bizarre en fait, le cerveau, enfin la voix, c'est un instrument qui est à la fois physique et mental. Parce qu'il est interne, tu le vois pas, c'est un instrument à vent et à cordes, donc il faut apprendre à le ressentir pour pouvoir jouer de cet instrument. Et en plus, il est totalement... influencé par ta santé physique et ta santé mentale. Et donc, si jamais tu es stressé, tu as des blocages et donc c'est hyper important de trouver des astuces. Et quand on parle de technique vocale, c'est pas que de la technique c'est de la technique au niveau du placement, mais au niveau aussi de la tête. Te trouver des astuces pour aider ta voix à se placer au bon endroit. Puisque c'est vraiment que de l'ordre du ressenti. Et est-ce que ça t'a déjà vraiment coupé les ailes depuis, par exemple, est-ce que tu as fait un gros, voire très gros concert où ça a été particulièrement dur à affronter, ou alors une situation où vraiment ça a été la cata? Non, alors il y a eu des concerts où, de toute façon, il y a des concerts où on excelle et des concerts où on est parfois un peu moins bon. Il y a eu des moments où le stress m'a fait détonner. C'est-à-dire que je chante pas faux, mais je suis plus dans la bonne tona. Et du coup, panique et tout, bon. Mais généralement, je me suis rendu compte que là où moi, j'en fais toute une montagne en me disant j'ai raté ce morceau et tout, le public s'en est pas rendu compte. Donc je pense... Ça, c'est pas un mythe. Hein. Mais c'est fou. Vraiment. Hein. Mais même moi, en tant que public, pour d'autres choses, je me rends pas compte parce qu'on n'est pas dedans. Donc c'est... Du coup, pareil, moi, je me lâche un peu la grappe sur ça en me disant, bon, en fait, moi, je veux ça. Si à un moment, je donne ça. Les gens, à la base, ils attendaient ça. Donc, en fait, si tu leur... Enfin, Exact. Donc, en fait, bon, voilà, faut se lâcher un peu la grappe. Et en se lâchant la grappe, on est quand même plus... Voilà. Et paradoxalement, c'est pas les plus grosses scènes qui m'ont fait la plus flipper. Qui m'ont fait. Tu seras mieux. Non, mais c'est une erreur commune, hein, t'inquiète. Qui m'ont fait. Là, par exemple, les gens, je pense qu'il y a plein de gens qui percuteraient pas spécialement. J'essaie de faire attention quand même. Bah oui. Mais et puis après, je me rends compte que, je stresse à chaque scène, hein, que je joue devant 20 personnes ou devant 3000 personnes.
voilà. T'as déjà joué devant 3000 personnes? Oui, la plus grosse jauge que j'ai pu avoir, c'était 5000 personnes et c'était au Parc des Expos à Caen. Ok. Voilà. Après, la plus grosse scène qu'on ait pu faire en termes de taille de scène, c'était l'Armada de Rouen en 2023. Et là, c'est impressionnant parce que tu as des écrans avec des caméras sur ta pomme et c'est dans un grand endroit et tout. C'est assez impressionnant, quoi. Tu te sens tout petit sur scène et un peu tout nu, quoi. Et ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Alors, en plus, celui-là, il y a eu vraiment un gros stress parce que c'était un lieu qui était tellement grand qu'il faut savoir qu'on dépend de plein de choses en tant que musicien et chanteur sur scène. On dépend beaucoup de l'acoustique du lieu. Et en arrivant sur scène pour faire nos balances, donc ça veut dire les réglages avant de monter sur scène, on a fait nos balances une demi-heure avant le spectacle, donc c'est quand même court. Beaucoup de groupes à jouer sur ces scènes-là, donc en fait ça s'enchaîne. Et le premier groupe qui joue, c'est le dernier qui fait ses balances. D'accord. Du coup, nous, on était les premiers à passer. Ok. Et en fait, quand je commence à chanter et quand Bertrand commence à jouer, on se rend compte que le son part, normal, et nous revient en pleine face parce qu'il se répercute contre la régie qui est géante en face. Et ça, c'est un truc purement physique. Le son, du coup, tourne, fait une boucle. Et donc, nous revient avec un décalage. Et donc en fait, quand je chantais, j'entendais ma voix en décalé et j'entendais toutes les notes de Bertrand en décalé. C'est horrible. Et en fait, c'est impossible. Ça fait une bouillie et c'est horrible, on s'étouffe, voilà. Et du coup, on était à 20 minutes de faire le concert, tu vois. Et c'était un gros concert devant du monde, dans des conditions... Et du coup, il y a une technicienne son qui était vraiment très cool qui nous a mis des ears, c'est des retours à l'oreille. Sauf que normalement tu t'entraînes en amont parce que c'est un... Ah ouais, t'avais jamais utilisé? Non, jamais. Et puis c'est une écoute qui est très spécifique. T'entends la musique, enfin t'entends ta voix et l'instrument, mais t'es coupé du reste du... Enfin c'est très très bizarre. Et du coup ils nous ont mis ça et en fait on a réussi à faire le spectacle. On est ressorti de là, on était comme ça, mais tu vois. Mais c'est la taille de la régie qui a créé ça? En fait c'est parce que l'Armada de Rouen, ça se passe sur le port de Rouen. Donc déjà c'est un endroit qui est très grand. T'as des containers beaucoup plus loin, donc t'as l'acoustique... Il y a un écho qui est déjà... Et puis en fait, la façade partait se répercuter contre la régie qui était un gros bâtiment en face. Et du coup, le son, il tournait, quoi. Ouais. Et ça, l'acoustique, nous, on dépend beaucoup de l'acoustique quand on est sur scène. Les gens s'en rendent pas compte. Ouais, c'est pas du tout Mais le son, il diffère d'une salle à l'autre, d'une scène à l'autre. C'est jamais le même son. Même si tu as une bonne sono, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, quoi. Et ce qui veut dire qu'il y a peut-être certaines chansons... Toi, tu as l'impression qu'elle passe mieux dans tel ou tel endroit. Oui, complètement. Et puis, c'est un peu frustrant. J'avoue que, en fait, il y a plein de paramètres que tu maîtrises pas. T'as beau avoir répété comme un dingo, peut-être préparé et tout. Bah, en fait, si la sono, si le lieu, ça fonctionne pas en termes d'acoustique, bah, en fait, tu vas te sentir plus ou moins à l'aise. Le son va pas rendre pareil. Et ça, les gens dans le public s'en rendent pas forcément compte parce que on n'est pas tous experts du son. Même moi, avant, je savais pas. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus d'indulgence quand je suis en concert. Je vois en fait ce qui se passe sur scène et du coup, je sais quand il y a quelqu'un qui a un souci de retour. Là, il y a pas très longtemps, la chanteuse, mince, j'ai oublié son nom, qui a fait Messi, la chanson qui a cartonné. Moi, je suis vraiment... Zut, j'ai un petit trou de mémoire. Mais en tout cas, elle s'est retrouvée à chanter dans un stade. Ok. Et en fait, son oreillette s'est arrêtée. Plus de pile, je sais pas. Et du coup, en fait, dans un stade, le son, et donc en fait, impossible de chanter sans tes retours à l'oreille. Et elle a quand même fini son morceau. Elle est partie en pleurant de la scène. Et les gens sur les réseaux, il y en a beaucoup qui étaient salauds, tu sais, genre vraiment des experts TikTok qui étaient là, genre ah, elle sait pas chanter, qu'est-ce qu'elle fout là et tout. Et en fait, quand tu sais la réalité du truc, tu te dis Lola Young, la chanteuse. Et tu te dis la pauvre, quoi, le trauma que c'est de vivre un moment comme ça, quoi. Et en plus, ça s'est vachement bien débrouillé parce qu'il y en a beaucoup qui se seraient effondrés. Qui auraient craqué, quoi. Ah ouais. Donc voilà. Ok. Donc il y a un peu d'indulgence pour les gens sur scène, de la douceur. On est là pour faire de la musique et voilà, c'est gentil. Partager quelque chose avec les gens. De l'émotion et un moment avec les gens et on se met beaucoup la pression et en fait c'est... Ouais, non mais et puis c'est une décharge d'énergie phénoménale. Quand tu fais un concert, après, t'es dans quel état d'esprit, même physiquement Je suis très fatiguée. Alors pas quand je sors de scène, je suis encore au taquet et tout. Et arrive un moment où d'un seul coup, et là il est temps de boire une tisane et d'aller se coucher, quoi. Et alors, il t'est arrivé d'enchaîner plusieurs concerts sur une période de temps très ça m'est déjà arrivé, courte. Notamment l'année dernière, il y a 2 ans, on avait dû faire 4 ou 5 dates en 5 jours. Mais c'est plus facile en fait, parce que... C'était au même endroit? Alors c'était pas le même endroit, mais on partait de... Orléans, je crois. Ouais, c'était Orléans. Et on remontait jusqu'en Normandie. Donc, tu avais un peu de route. Mais, une vraie tournée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais
c'est moins dur, je trouve, psychologiquement, parce que du coup, en fait, ça devient presque une routine. T'en fais tous les jours. Et une fois que t'es lancé, bon. C'est ça, voilà, c'est comme le quoi. sport, en fait. C'est comme quand tu fais du sport, si t'en fais tous les jours et que d'un seul coup, t'as 2 semaines sans sport, c'est toujours dur. Le meilleur exemple, c'est la course à pied. Ouais. En fait, c'est un petit marathon, quoi. Il faut rester. Et puis, des fois, il y a des périodes où tu n'as pas de concert. La période après les fêtes de fin d'année, janvier, février. Ouais, c'est souvent. En plus, tu sais, les salles attendent un peu leurs subventions et tout. Donc, c'est toujours un petit peu le moment de creux. Et donc là, tu en profites pour faire autre chose. Mais après, quand tu retournes. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire sortir l'album là en février. Parce que ça a permis justement de jouer sur cette période et d'avoir une actualité sur une période où généralement on est un peu. Et pour toutes ces stratégies-là, tu as eu une formation ou tu te fais aider par des gens? Alors, il y a les deux. En fait, à force de faire, sur le long terme, je me suis beaucoup formée aussi. J'ai fait beaucoup de formations. Je participe beaucoup à tout ce qui va être les festivals. Il y a le Mama Festival, il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres avec d'autres artistes, avec d'autres professionnels du métier. Donc, à force de, du coup, voilà. Et puis aussi, maintenant, j'ai un manager et qui, du coup, notamment sur la sortie de l'album, il m'a vachement accompagnée pour avoir un planning par rapport aux médias, par rapport aux réseaux. Et puis lui, de son côté, quand il y a une question, il va chercher à droite à gauche. Donc c'est un. Alors ça c'est pareil, hein. C'est comme pour l'EP où j'en profite, je te pose toutes mes questions. Le principe d'un manager, ça fonctionne comment? C'est un gars que tu payes Ouais. En fait, mais qu'il y a d'autres gens. Oui. En fait. Moi j'ai un manager, il y a l'exclusivité avec lui, mais lui il est le manager de plusieurs artistes. D'accord. Et en fait un manager ça se paye, ça prend 10% sur plein de choses par rapport à l'artiste. Les recettes, par exemple que ce soit les ventes de merch ou les concerts, le streaming. Tes droits d'auteur. Du coup, d'où le fait qu'ils ont plusieurs artistes parce que sinon pour en vivre c'est un peu compliqué. Mais ça fait, je sais pas si ça se dit, mais ça lui fait aussi une motivation. C'est oui, con, exactement. De toute façon, c'est le principe d'un agent. C'est win-win, en fait, quoi. Plus il te trouve des choses, plus lui il gagne de l'argent aussi. Donc après, tu as intérêt aussi à tomber sur quelqu'un de gentil et d'intéressé par ton projet et pas quelqu'un qui veut juste faire du cash. Sinon, ça peut vite te foutre dans des plans un peu foireux. Ouais, c'est ça. Mais lui, il est vraiment cool. Il s'appelle Henri et franchement, il est vraiment pro, enfin c'est très cool quoi. Donc, c'est un soutien, ça peut être un soutien moral aussi parce que je suppose qu'il y a des moments c'est pas simple, enfin t'es pas non plus vendeuse. Alors c'est sûr. Le produit, tu vois, c'est compliqué quoi. Le manager a ce rôle un peu de soutien. Alors moi je connais j'ai des copines ou des amis qui sont dans le métier aussi qui ont presque une relation un peu artiste-psy, tu vois. Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais, moi j'ai pas ce truc-là parce que je suis assez pudique et du coup j'aime pas trop m'étaler. Mais bon, après, je sais qu'il est malin quand même, il le voit. Genre, quand il y a une petite baisse de morale, parce que là, il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis, t'es fatigué, t'as plus trop de ressources, il va te prendre en main certains dossiers et tout, et tu te dis, bon, tu sais qu'il essaie de te décharger aussi pour te permettre, toi, de. Voilà. Mais oui, il y a ce truc un peu. Un peu coach, quoi. Oui. Avant le Covid, j'ai fait beaucoup de concerts, mais. C'était encore un peu flou. Et puis, tu sais, tu fais des études de cinéma, de théâtre, mais on te briefe pas trop sur comment ça fonctionne dans la vie. Parce que en fait j'ai vraiment commencé à composer mes chansons pendant le Covid. J'ai travaillé avec d'autres auteurs-compositeurs aussi qui m'ont bien aidé aussi à me lancer dans la carrière en tant qu'artiste, auteur-compositrice et pas juste interprète. Et puis après du coup moi j'ai décroché l'intermittence du spectacle il y a 2 ans. Mais ça avait quand même commencé à décoller avant parce que du coup j'avais assez de contrats pour pouvoir ouvrir mon statut. Donc du coup en fait c'est depuis que... je dirais que ça fait 3 ans et demi, 4 ans où je sens... En fait c'est surtout que je me suis beaucoup plus professionnalisée parce que je me suis formée, parce que j'ai compris le fonctionnement de ce métier, toute la hiérarchie, tous les métiers. Je me suis aussi intéressée à tous les métiers qui composent parce que moi je suis l'artiste donc je suis quand même le socle un peu de... Donc tous les métiers du spectacle vivant existent aussi parce que l'artiste est là, mais c'est bien de savoir qui fait quoi. Je suis complètement d'accord. Pour comprendre, et le langage de tout le monde, c'est aussi pour ça que j'ai fait des études un peu plus techniques aussi, parce que je voulais comprendre le vocabulaire d'un ingé son, le vocabulaire d'un caméraman, enfin bref. Bien sûr. Et que je me suis formée, et puis que du coup maintenant c'est mon métier, puisque je vis financièrement, je ne vis que de l'artistique. Donc,
Et c'est 50-50 la comédie, la musique à peu près? Ouais, c'était plus la musique que la comédie, mais là, depuis quelques mois, j'ai vraiment fait le choix de développer davantage la comédie, parce que c'est mon premier amour. Ouais. Et puis, j'adore ça. Et puis, en plus, je touche du singe, mais... Je connaissais pas l'expression. Ouais, je touche du bois, allez. Mais ça avance bien. Là, j'ai un agent de cinéma depuis peu. Et qui est pas du tout alors c'est pas le manager? C'est pas mon manager il gère la musique et l'agent il gère la partie cinéma, jeu, en tant que le comédienne d'un côté et musicienne chanteuse de l'autre. Et donc il y a plein de choses qui s'ouvrent là et c'est très cool et donc c'est beaucoup de travail mais voilà, je développe ça parce que j'adore ça vraiment. Et tu as joué là dans quoi? Dans quelle proportion? Qu'est-ce que tu as fait comme... On est plutôt dans des registres comiques et dans des projets historiques. D'accord. Il y a des projets dont je ne peux pas donner le titre pour l'instant parce qu'ils ne sont pas encore sortis, ça sortira l'année prochaine. D'accord. Oui, il y a des gros délais aussi. Oui, il y a des gros délais. Là, il y a un tournage sur lequel j'étais au mois de juin, projet historique, mais ça sortira. Donc c'est un petit rôle, on n'est pas sur... On en est encore au petit rôle, voilà. Mais ça sortira l'année prochaine. Et là, il y a un tournage que je vais faire en septembre et j'ai reçu le texte et j'ai 30 pages à prendre. Génial. Je suis trop contente, mais du coup, un peu le stress, mais ça va être cool. Et pareil, ça sortira, je pense, plus en fin d'année, le temps qu'il y a la post-production. Et puis sinon, dans les projets un peu rigolos, la publicité. On peut dire ce qu'on veut. La pub, c'est hyper fun, c'est beaucoup plus chill que des grosses productions où il y a des enjeux. Ça se prend moins au sérieux? Ouais, franchement, tu fais ton travail bien, mais les tournages, ils durent 1 ou 2 jours. Les équipes sont cool, c'est bien rémunéré et surtout, moi, je m'éclate. Franchement, et puis là, c'est drôle parce que tu sais, ça fait des années que je chante et que je développe mon projet musical, vraiment le truc, c'est de la dentelle et tout ça. Et t'as des gens qui viennent voir, mais je t'ai vu dans la pub pour Fortunéo et tout. Excellent. Mais c'est trop drôle, les gens, ils ont retenu Fortunéo et pas. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est cool et puis en plus, ça m'a permis de remettre un peu le pied à l'étrier de manière douce et pas d'attaquer directement des trucs un peu vénères. Genre là, les 30 pages de texte, tu vois, je suis contente d'avoir fait les 5 pubs avant pour pouvoir... voilà, et tu t'es créé un personnage, une identité en tant que comédienne parce qu'après, c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue dans le sens où si on t'a apprécié dans avec tel univers, tel personnage, est-ce qu'on va t'enfermer là-dedans? Ou est-ce que toi, tu vas toujours vers les mêmes choses? Moi, personnellement, j'adore le comique. Et je suis une passionnée d'histoire. Donc en plus, d'ailleurs, dans une autre vie, j'étais partie pour être archéologue et faire des études d'histoire. Donc on est au bon endroit parce qu'on est juste à côté du théâtre gallo-romain de Lyon. Ouais, j'avoue que là, on a un bon spot. Et du coup, donc moi, physiquement en tout cas, on me caste plus sur des projets historiques ou des projets comiques. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu rendez-vous dans une agence de comédienne, on m'a dit mais c'est super, on en veut des profils comme toi, t'as vraiment le profil de la bonne copine sympa. Ah ouais. Et je suis d'accord, donc moi je suis Vera quoi. Ouais. Genre bonne copine sympa, tu sais, genre le truc un peu rigolo à côté de la bombe atomique, tu vois. Attends, Vera c'est dans Scooby-Doo. Mais oui. Donc moi je suis pas Daphné, je suis Vera. Mais j'ai la coupe, tu vois, de ouais, comment je dois le prendre quoi. Du coup, dans un sens je me dis après je voulais faire Jacqueline Maillan, donc Jacqueline Maillan c'était pas Brigitte Bardot, tu vois. Mais tu sais, on m'a sorti plein de fois que ah ouais mais toi t'as une tête du Moyen-Âge. Ça veut dire quoi? Et après tu regardes les tableaux du Moyen-Âge. Tu te dis merde. Tu fais, bande de connards. Mais tu vois que à m'imaginer dans un après c'est bien parce qu'on évoque aussi certaines choses. Quelle classe sociale au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. Mais en fait j'ai pas creusé et je préfère pas. Mais dans les projets historiques, tu vois, on met beaucoup dans les trucs dans les années 20, 30. Et ça, on me dit, parce que tu as les yeux, la petite coupe et tout. Ta personnalité, forcément, raconte quelque chose. Donc, on va pas te caster dans un truc où ça marche pas du tout physiquement et tout. Mais par contre, j'ai moins ce truc personnage dans le jeu que dans la scène. En tant que musicienne, parce que mon spectacle, tu as pu le voir, j'interagis beaucoup avec le public. C'est clair. Il y a pas mal d'interchansons et tout. Et donc, je joue pas un rôle. Par contre, j'ai pris mon caractère et mon identité et je l'ai mise en scène plus pour je l'ai travaillé pour le spectacle, tu vois. Mais ça veut dire que tu savais déjà qui tu étais. Enfin, ça demande une grande maturité de faire ça. Ou est-ce que toi-même tu le découvres? Je le découvre en le faisant. Et c'était tout le problème. Tu sais, on s'en rend pas compte quand on fait pas forcément du spectacle, mais même, on se dit ton spectacle il est prêt et c'est un objet fini. Et en fait, c'est faux. Ton spectacle, d'où le spectacle vivant, il est en perpétuel mouvement et il avance en fonction de toi
Et en fait, la version de moi aujourd'hui, c'est pas celle que je serai dans 2 ans. Donc je sais que le spectacle, il aura encore changé, les thématiques abordées, la façon d'arriver sur scène. Et je sais que la façon dont j'arrivais sur scène il y a 3 ans, ça évolue perpétuellement. Du coup, c'est à la fois génial parce que tu te dis au moins ça te suit dans ta progression, et en même temps c'est un travail en continu parce que et plus tu te découvres, plus tu affines les choses, quoi. Ouais. Et par exemple, en venant sur scène, qu'est-ce qui a changé? Comment pour un exemple concret, celui-là ou un autre, hein. Qu'est-ce qui a changé? Déjà mon assurance. Plus j'avance vers les 30 ans, plus je m'emballais de certaines choses, donc ça me... C'est bien parce que y a beaucoup de gens, ils attendent les 50 voire 60 ans pour dire allez, j'essaie de décharger au max, c'est pas ça encore. Ouais, mais c'est très précoce, c'est très bien. On a tous nos valises et j'essaie de les ouvrir de temps en temps et de faire du tri. Aussi une maturité dans les textes. Je vois bien dans le vocabulaire, dans ce que je veux raconter aussi, parce que mine de rien, on vit des choses en grandissant et du coup on expérimente, voilà. Puis dans mon rapport au public aussi, avant j'étais beaucoup dans la grosse blague, j'adore la blague, hein. Mais du coup j'ai eu du coaching aussi qui m'a bien aidée, scénique, où on m'a dit mais en fait c'est dommage parce que tu fais beaucoup de vannes et on passe complètement à côté du propos de tes morceaux parfois. Du genre il y avait un gros décalage. Ouais, par exemple tu vois j'ai un morceau qui s'appelle Le Monstre. Et je l'introduisais que en parlant de monstres et compagnie. Donc je parlais du monstre sous le lit et tout, je faisais des blagues en disant que moi je suis une adulte et que j'ai encore peur du monstre sous le lit, ce qui est vrai et tout ça. Et du coup les gens ils se disaient c'est rigolo, c'est une petite chanson sur monstres et compagnie, tu vois. Alors qu'en fait cette chanson là, c'est pas mon histoire que je raconte, mais ça parle de violences sexuelles faites aux enfants. Et du coup, on passait complètement à côté du propos. Et en fait, j'ai eu du coaching scénique qui m'a dit, en fait, tu devrais peut-être, à la fin de ton speech, essayer d'amener une phrase pour remettre du contexte dans ta chanson. Et du coup, ça donne plus de nuances déjà au spectacle, parce que d'un seul coup, tu passes de c'est un peu fun à ah ouais, là, on va parler d'un sujet qui est quand même grave. Et en même temps, du coup, ça donne plus accès à moi et à ce que je veux raconter. Et je pense que je me planquais beaucoup derrière la blague parce que quand tu joues un rôle, tu te protèges, tu mets de la distance avec les gens. Je pense que j'aurais peut-être moins peur, par exemple, tu vois, d'être sur scène dans un cadre théâtral. Genre genre tu me fais faire jouer du Molière, j'aurais peur de rater, mais par contre, je suis pas Mégane, je suis le personnage, tu vois. Et c'est pas la même. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai moins peur quand je joue la comédie, même dans l'audiovisuel, parce que je joue un personnage et je suis pas moi à cœur ouvert sur scène, quoi. Alors les thématiques que tu abordes dans tes chansons, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des choses récurrentes? Ouais, quand même. La question, c'est un peu la mort. la mort, le temps qui passe. Le gros bout en train, tu vois. Genre, pouet, cacahuète, alors la mort. Le temps qui passe, ça c'est vraiment un truc que je me rends compte, même dans les chansons qui sont pas sorties, j'ai des bouts de chansons par là. Je me dis, en fait, j'ai vraiment ce truc-là qui revient, la notion de temps, de nostalgie, beaucoup. La santé mentale aussi, l'anxiété. Et puis après, les violences faites aux femmes et aux enfants, voilà. Mais en tout cas, je sais que le principal, c'est la nostalgie. Moi, je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie. J'ai un amour pour la vie et pour le temps et pour les gens. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça. L'histoire, c'est une de mes premières passions dans la vie. Et ça m'a toujours scié de me dire qu'il y a des gens qui ont été le tout d'une époque. Genre, comme nous, on est le tout de notre époque. Et maintenant, ils n'existent plus. Genre, vraiment, c'est que... Et il y a ceux dont on se souvient et il y a ceux qui n'ont pas forcément pu laisser de traces et qui ont disparu, quoi. Et ça, c'est un truc... Mais moi, je me le disais, mais il y a moins d'une semaine, je réfléchissais à la personne la plus âgée actuellement sur Terre. Tous les gens qui étaient sur Terre quand elle est née sont morts. Et tous les gens... C'est ça, c'est un délire, je trouve. Et il n'y a pas si longtemps, j'étais dans mon bain, fallait que j'en parle à quelqu'un. J'étais là, ça fait bizarre et ça te remet un peu genre parce que moi, un truc que j'adore dans l'histoire, c'est qu'on regarde beaucoup derrière, mais on se dit pas que nous aussi, on est l'histoire, et qu'un jour, on sera dans les livres et qu'on sera juste très abstrait pour les gens qui seront le tout de leur époque, tu vois. Justement, je le dis dans une de mes chansons, dans Ta Voix, quand je dis quand vient l'heure de dire au revoir, qu'il faut partir, je garde tout près de moi, le souvenir de toutes les fois où l'on arrive, même les disputes, je les garde aussi. Parce que je me suis rendu compte aussi que... là on a notre équilibre, genre on a nos familles, genre moi j'ai mes parents, ils sont en Normandie, mes amis, machin, mais c'est très fragile ça, et un jour ça ne sera plus là, tu vois. Et je pense que le jour où ce sera plus là, je serai prête à
à payer cher pour revivre ne serait-ce qu'une engueulade à table parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet politique ou ce que tu veux, parce que tu es avec les gens et tu retrouves cet instant. Il y a eu des moments qui ont été très difficiles, mais qui du coup m'ont amené à avoir la réflexion que j'ai aujourd'hui et qui ont fait qui je suis maintenant. Et du coup, c'est pas forcément simple, mais je trouve que ça m'a beaucoup appris. Et, ouais. Et justement, si on est dans le temps, sur l'avenir, alors tu dis ce que tu peux dire parce que je comprends que tu ne veuilles pas trop en dire non plus et réserver tes surprises, mais comment tu projettes les choses? Tu as un plan de carrière avec des guillemets, comment tu vois les choses? Alors, j'avoue qu'à la sortie de l'album, là, ça m'a questionné un peu sur qu'est-ce qu'on fait après, comment je me vois plus tard, comment j'arrive à allier vie pro et vie perso, voilà. Je reprends l'écriture et la composition. Et je reprends du plaisir à le faire aussi. Parce que quand tu as eu des échéances où il fallait rendre des trucs très vite et tout, tu es plus dans un mécanisme de production que dans un univers créatif plaisant. Donc là, je veux consacrer en musique le temps qui vient à la composition. Aux scènes, continuer de faire vivre l'album qui vient de sortir, continuer de développer ma communauté, de faire connaître la musique, voilà. Honnêtement, j'aimerais d'ici 2 ans reproduire soit un petit album, soit un album. Mais ça va aussi dépendre de plein de facteurs que je ne maîtrise pas, à savoir la politique, les subventions, les dispositifs, les salles qui seront encore. Donc voilà, dans l'idée, voilà. Et sinon, en tant que comédienne, développer encore la partie comédienne et grimper en termes de rôle et de durée de jeu. Et voilà, donc d'un point de vue artistique. Et puis, il y a un projet aussi dans la bande dessinée qui est encore tout bébé, mais en tant que scénariste. D'accord. Et tu as déjà, c'est une envie généraliste ou c'est que vraiment il y a un truc il y a eu un petit clic qui s'est fait avec quelqu'un Pour la BD ? Ouais. Alors, Nepo Baby à fond la caisse pour ce truc-là, parce que mon papa est dessinateur de bande dessinée. Et en fait, il y a quelques années, on a imaginé un projet qui est resté un peu en suspens parce qu'on l'avait proposé à des maisons d'édition. Ça n'avait pas pris. D'accord. Et puis il y a eu le Covid. Et puis moi, je suis partie sur d'autres choses et lui aussi. Et là, on a retrouvé ce dossier-là. Et on s'est dit, mais c'est trop bien en fait. Et du coup, on est en train de le reprendre. Et donc là, moi, c'est plus même presque récréatif, quoi. C'est en plus, parce que c'est pas ce qui me fait vivre forcément. Et c'est pour le plaisir d'écrire un scénario, de travailler avec mon père et de travailler avec éventuellement aussi une dessinatrice qui est très douée et dont vous entendrez parler. Voilà. Ta maman, elle est aussi dans l'artistique ? Ma maman, elle est coloriste de bande dessinée. Donc ça fait 19 ans qu'elle fait de la couleur. Et au début, elle travaillait beaucoup en duo avec mon père. Et maintenant, elle est sur des projets à elle. D'accord. Et donc, ils ont leur atelier et ils font... et tu as d'autres frères et sœurs ? Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur. Et alors eux, tu penses que ça va partir dans la même veine ou... J'ai un petit frère qui, du coup, pas trop dans l'artistique, mais lui qui est beaucoup dans la nature. D'ailleurs, il vient d'obtenir son diplôme en gestion et protection de la nature. Donc, il cherche du taf dans tout ce qui va être protection de la forêt ou du littoral. Donc si jamais je place ça là, c'est ça. Faut faire feu de tout bois. Donc lui, sachant que c'est marrant parce que tu vois, on va avoir tendance à beaucoup compter là-dessus sur les opportunités dans le milieu artistique. Mais en réalité, ça peut aussi fonctionner comme ça sur des trucs pourtant qu'on considère comme beaucoup plus rationnels. Ouais, mais c'est partout. D'ailleurs, je me rends compte qu'on parle beaucoup... On dit beaucoup, dans le milieu du spectacle, de l'artistique, c'est beaucoup de pistons, ce qui est très vrai. On va pas se mentir, il faut des années pour se créer un réseau et tout. Mais je me rends compte que c'est globalement la même chose dans beaucoup de métiers. J'ai de la famille qui travaille dans le bâtiment, d'autres qui sont comptables. Et en fait, on en revient. C'est du réseautage. Hein. Et puis j'ai une petite sœur, elle, qui est par contre très très branchée artistique. Elle dessine très bien. Et là, elle est dans des études qui mélangent à la fois informatique et artistique. Donc, d'accord. Elle sait pas trop encore, ça se cherche encore, mais par contre on part définitivement sur quelque chose. Elle dessine depuis très longtemps et c'est vraiment très beau. Et puis elle code ses propres jeux vidéo. Génial. Elle a déjà plein de cordes à son arc. Elle est hyper dégourdie au niveau artistique. Et donc c'est rigolo parce que moi je me vois à son âge aussi un peu touche à tout et j'observe un peu d'un œil. Là elle vient d'intégrer
une association un peu médiévale, tu sais, où ils fabriquent leurs propres costumes et du coup là elle est à fond. Les jeux de rôle. Mais c'est ça, très Donjons et Dragons et du coup il faut qu'elle aille faire le festival chaque année au Puy-en-Velay, il y a le festival Renaissance. Ah mais il faudrait que je leur en parle. Il y a là ils tournent beaucoup en Normandie. Immersion, c'est génial. Genre ils te recréent, ils te reconstituent une vie. Et puis tu peux jouer un rôle vraiment aussi. Bon, moi j'ai fait, mais en tant que paysanne, tu vois, on revient sur. Du coup, médiéval. Voilà, donc bon, j'ai jamais joué la grande dame. Mais tu pourrais, t'as les cheveux bouclés et tout, c'est très joli. Il y a du potentiel. Mais tu vois, par rapport à la famille, finalement, moi ce que je me dis, c'est qu'au-delà du talent, du don, bon, des choses forcément, je suppose quand même qu'il y a des choses de l'ordre de l'inné. Ouais, mais il y a quand même l'environnement. Mais il y a l'environnement et le fait de se permettre de voir comme un horizon possible. Tout à fait. Et surtout dans le côté artistique, de le voir comme une possibilité. Tout à fait. Que c'est jouable, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et ça, honnêtement, ma grand-mère paternelle, elle est montée à Paris quand elle avait 20 ans pour devenir actrice. Et sa famille lui a dit que non, il était hors de question qu'elle fasse ce métier de péripatéticienne. Ah ouais. Et elle s'est retrouvée à devoir loger chez les sœurs. Et à pas du tout et puis elle avait peut-être pas cette force de caractère pour dire merde à ses parents, mais on était quand même dans les années 50, donc c'était une autre époque et du coup elle a pas pu aller vers ce métier artistique dont elle rêvait. Mon père lui a pu, ça a été difficile aussi parce que du coup sa propre mère avait beaucoup de peur par rapport à ça et lui il a pour le coup pété tous les codes et il a vraiment le caractère qu'il faut pour aller là-dedans. Mais du coup, il s'était toujours dit que si ses enfants souhaitaient partir là-dedans, il les soutiendrait quoi qu'il arrive. Et ma mère aussi. Et du coup, moi, je suis parfaitement honnête avec ça. J'aurais pas eu le soutien de mes parents, je sais pas où je serais aujourd'hui. Parce que je sais que moi, je suis je suis très anxieuse. Et donc, je sais pas si j'aurais eu cette force de caractère de dire merde à ma famille et de partir. Et du coup, je suis très reconnaissante qu'ils aient... qui semblent m'obliger à aller là-dedans parce que tu vois mon frère est pas du tout là-dedans, il n'y a aucun problème, mais par contre ils ont vu que j'avais une appétence pour ça et du coup ils m'ont toujours encouragée et accompagnée surtout parce que bon, ça reste des mondes quand même un peu dangereux des fois et du coup c'est sûr que l'environnement, le don et tout, alors c'est vrai que moi ma voix ça fait 10 ans que je la travaille, même plus, donc forcément je chante mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y avait un truc qui était déjà là au début, mais après il y a tout un contexte qui m'a permis de pouvoir développer ça, hein, on va pas se mentir. Moi j'ai beaucoup de mal à croire en la méritocratie, c'est un peu un concept auquel je croyais énormément. Et puis plus le temps passe, plus tu te rends compte qu'en fait on part pas tous sur le même pied d'égalité. Et je le vois, moi il y a des trucs qui m'ont frustrée et je ne pars pas. Je suis pas la plus mal lotie quoi. Donc je suis pas tout en haut, je suis pas tout en bas non plus. Enfin, j'aime pas cette notion de haut ou bas, mais genre. Non, mais on comprend. J'ai moins de difficultés que certains et j'en ai plus que d'autres, tu vois. Mais je suis pas la plus à plaindre et je me dis le contexte dans lequel tu grandis, les moyens qu'on te donne. Ont un impact vraiment beaucoup, très, très, très grand sur ton développement. Puis après, la transgression, c'est vrai que classiquement, on imagine, pour la plupart des gens, la transgression, c'est de faire un métier artistique dans un contexte, par exemple, je sais pas, une famille où les gens sont fonctionnaires, mais ça marche aussi dans l'autre sens, parce que souvent on a les enfants qui, entre guillemets, nous font avancer, sans entrer dans des trucs spirituels. Mais tu vois, dans une famille d'artistes, finalement, décider d'être expert comptable, ça peut être aussi compliqué. Ça, c'est une discussion qu'on a avec mon copain, parce qu'on se dit, mais si un jour on a un enfant, genre, il aura les parents comédiens et musiciens, et genre imagine il veut être comptable, et moi je suis une bille en maths et tout, mais je me dis je vais rien comprendre à son métier, mais s'il kiffe, il y a aucun problème. Et puis moi ça me sauvera peut-être pour les impôts, parce que si je me plante dans les alors c'est quoi ce truc il y a quelques métiers comme ça, l'informaticien, le carrossier, un avocat peut-être, il faut en avoir dans sa botte. L'idéal c'est d'avoir plusieurs enfants, un médecin, un avocat, quelqu'un qui gère les chiffres, et puis des gens dans le bâtiment aussi, c'est clair, des gens manuels. Il nous faut c'est clair, moi je veux bien un petit maçon, tu vois. Après ça veut dire une dizaine d'enfants. Si t'arrives à 11, t'as carrément une équipe de foot. C'est aussi une option envisageable. T'as encore le temps. Et puis chaque chose en son temps. C'est ça. Mais c'est sûr, à l'inverse. D'ailleurs, moi je l'ai vu dans ma famille. Moi, quand je voyais mes parents dans les salons du livre et tout, j'étais à fond, ça me faisait trop kiffer. Mon petit frère, au contraire, très pudique et pas du tout. Et du coup, faut pouvoir, je pense, en tant que parent, bien le voir et l'entendre, et puis bien protéger ton gamin aussi. En fonction mais c'est sûr qu'on les emmène dans des univers très spécifiques, c'est clair.
Mais bon, après, c'est des choses, c'est comme tout. Enfin, c'est au quotidien, c'est au jour le jour. Oui. De toute façon, tu feras n'importe quoi, tu feras d'énormes conneries. Enfin, Ah bah de toute façon, c'est sûr. Et puis ça rend humble aussi parce Oui. qu'en fait, leur personnalité, enfin, moi, c'est mon point de vue, hein, on pourra en débattre, mais en fait, leur personnalité est là Depuis le début. depuis le début. Mais oui, mais C'est un tu sais truc que de fou. je me suis fait la réflexion Enfin, parce que moi je suis pas maman mais je suis marraine Ouais, et je suis aussi tata. Et franchement, mes Ouais. filleules, quand je les ai rencontrées, elles avaient 2 jours, tu ouais, vois. ouais, Et je peux te dire qu'elles n'avaient pas le même caractère à 2 ouais, jours de c'est vie. clair. Et qu'elles renvoient pas la même chose, Mm. qu'elles font pas et que tout est là en fait. Après l'environnement Ouais. influence forcément, Mm. mais et ouais ça Mais doit c'est un rendre truc de vachement fou, hein. humble. Et moi je sais que Ouais. un des trucs qui fait que j'aimerais avoir un enfant un jour, c'est aussi pour l'échange qu'il y a, l'apprentissage. Genre moi j'ai vraiment le sentiment Mais que les c'est parents, fascinant. mais c'est ouf. C'est fascinant. C'est là que tu pars de zéro, un petit invertébré. Ouais. C'est une espèce de petit truc Un truc absolument un peu tout pas mou, tu vois. terminé, tout mou, quoi. Il n'y a rien. Qui se Enfin, fait caca dessus et qui il y a- dépend ouais. vraiment de toi. il n'y a que du potentiel. Ouais. Et il faut y croire. Ouais, ouais. Faut Oui, concevoir le faut avoir truc, la faut voir. vision. Ouais. Donc, de qui es-tu entourée? Parce qu'au niveau composition, donc tu Ouais. fais la voix, les paroles, la mélodie. Ouais, alors ça va dépendre. Ça va dépendre. Ouais. Alors Ok. les paroles, c'est tout le temps moi. Les mélodies de voix, c'est souvent moi. En fait, je travaille beaucoup avec des musiciens, dont Bertrand, que tu connais bien, à la guitare. Et avec Bertrand, on a eu un peu ce truc de ping-pong pendant 2 ans, où des fois, il arrivait avec des mélodies. Genre, il avait une structure instrumentale pour un morceau. Il me sort ça, et puis bah, du coup, moi, à partir de là, du coup, je pose des paroles, et puis on travaille la voix, et du coup, voilà. Et à l'inverse, comme le morceau Jalouse, qui est dans ce spectacle, je suis arrivée vers lui avec une mélodie de voix et des paroles. Et à partir de là, lui, il a composé l'instru. Maintenant que j'ai mon ukulélé, là, la chanson sur laquelle je bosse, pour l'instant, j'ai tout fait toute seule. Là, je veux vraiment prendre le temps de faire une jolie petite maquette, un truc bien chiadé, Ouais. et ensuite de leur montrer pour qu'eux puissent ajouter leurs pattes. Mais c'est un truc que je veux me prouver aussi à moi-même, Ouais, d'arriver à faire le bien truc sûr. entièrement. Tu as une personne qui t'accompagne tout le temps. Il t'en a d'autres En de termes temps en de temps. créa En ou- termes vraiment de scène, quoi. Ah, de scène. Sur scène, on est au minimum au format duo. Ouais, parce que tu vois, ça c'est quelque chose que j'avais pas trop capté avant de te voir, que c'était modulable. Oui, après ça c'est modulable pour une question aussi très terre à terre de vente de spectacle. Parce que donc le spectacle il existe au format duo, trio et à 4. Ok, Donc avec contrebasse ou avec contrebasse et batterie, enfin voilà. d'accord, donc vraiment le socle dur, ça va être C'est duo guitare-voix. guitare-voix. Ouais. Ce qui nous permet du coup de nous déplacer, d'aller jouer loin. D'un point de Ouais. vue coût, en fait les salles, les lieux qui nous accueillent n'ont pas forcément tous les mêmes budgets, les mêmes espaces. Tu vois, même à Lyon, il y a une salle qui s'appelle la Tout Bout de Champ qui est géniale et ils sont adorables, mais ils ne peuvent pas accueillir. C'est petit, hein, comme petit, voilà. c'est On très est sur une jauge confidentiel, de, c'est ouais, intimiste. 80 personnes, Ouais. petite scène, du coup il n'y a pas l'espace d'installer une batterie, tout, donc on ne peut pas arriver à 4. Donc Ok. le fait que le spectacle existe à 2, on peut jouer là. Et puis sur une grosse scène comme ce qu'on a fait au kiosque à Saint-Étienne, là on Oui. peut arriver à 4. Et donc ça nous permet vraiment d'être, même en fonction au-delà des budgets, genre sur un festival, c'est mieux d'arriver à 4. Et sur une salle un peu chanson intimiste, on arrive à 2, tu vois, genre... Et alors, donc la troisième personne, ça sera quoi s'il y a une troisième personne? Ça sera quel instrument? Du coup, au début, j'avais vraiment l'idée, c'était genre contrebasse en 3e et batterie en 4e. Mais tu vois, là, on a un concert au mois d'octobre qui est sorti et Julien, le contrebassiste, était pas dispo. Mais je me suis dit, mais c'est trop con, il nous propose un trio, on va pas se priver du trio. Il y a Tom qui est à la batterie qui joue trop bien. Vas-y, je leur propose le trio guitare, batterie, voix. Et en fait, ça marche très bien. Et du coup, Ok. ils ont dit oui. Et du coup, voilà. Et eux, ils sont tous musiciens professionnels, ils sont sur d'autres projets aussi? Ouais, alors vous croisez Julien et Tom sont intermittents du spectacle et ils sont sur plusieurs projets. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que quand on s'est vu nous à Saint-Étienne, c'était Anthony qui était à la batterie, Ouais. parce que Tom n'était pas dispo, il était déjà sur une autre date. Donc ouais, eux, de toute façon, quand on est intermittent, on peut difficilement, je trouve, vivre que sur un projet, sauf si vraiment c'est un truc qui tourne cartonne, de ouf, quoi. Ouais. ouais. Mais même moi, j'ai un autre projet plutôt jazz, comédie musicale avec un ami là que j'ai rencontré au mois de mars et on va jouer là fin août. Et puis j'ai la partie acting. Ouais. Donc voilà. Bertrand n'est pas intermittent, mais je sais qu'il est sur d'autres projets, notamment avec Milo que j'ai rencontré à Saint-Étienne. Donc lui aussi, il touche à tout. On est obligé Ouais, de donc diversifier, c'est en fait au niveau de l'organisation. C'est le merdier. Ah ouais, là je suis en train de capter le truc, moi qui déjà n'arrive pas à répondre au téléphone. C'est très anxiogène. Je Honnêtement, vois même pas comment. Ah ouais.
Moi, je suis comme toi. Je ne pouvais pas répondre au téléphone avant. Aujourd'hui, je gère les mails, les téléphones, la logistique et tout. Tu es obligé si tu veux que ça tourne. Et puis en plus, comme moi, je suis chef de projet, que c'est vraiment mon projet, que j'ai créé le truc, toute la DA et tout, en fait... c'est quoi la DA? La DA, c'est l'image, les thématiques. Quand tu penses à Meg, quand tu penses à moi, qu'est-ce que tu vois l'univers? Moi, je te vois avec le chapeau. Avec l'hélice. Ouais, et en fait, figure-toi que ça m'a fait un clin d'œil parce que c'est l'illustration d'une nouvelle de Stephen King. La DA, c'est ça, hein, c'est vraiment les couleurs que tu vas choisir, le look que tu vas avoir sur scène, l'esthétique de ton projet en fait. Et du coup, ce qui permet de l'identifier auprès du public et de le faire sortir aussi parce que des gens qui font de la chanson aux influences jazz et pop, il y en a beaucoup. Hein, et comment la personnalité que tu vas amener au projet en fait. Moi, là où vraiment ça m'a scotché, au niveau musical, c'est simple, dès que je pense à cette chanson 1160 € net. Si je pense à la chanson, je l'ai en tête toute la journée. Ça, c'est cool. C'est un truc de fou. Et là, tu vois, je savais que j'allais te voir aujourd'hui. Je l'ai eu. Et je visualise le clip aussi. Et tes expressions, les expressions du visage, mais aussi les objets que j'avais choisi. Que tu avais choisi, tu vois. Et j'avais adoré l'aspect, comment dirais-je, expressionnisme allemand. Ah oui, tu sais, des murs un peu... sont sortis. Le truc un peu comme ça, exactement. Intriqué, Et puis après le clip, je l'ai réalisé parce que là, c'est vraiment l'outil d'expression que je kiffe le plus. Les clips, j'adore ça. Mais ça se sent. Hein. Là, tu sens que le côté audiovisuel, il ressort à fond la caisse. Je m'amuse trop, quoi. Donc, je suis contente que l'ensemble. Mais tu l'as mis cette chanson dans l'EP? Non, c'est vrai que je ne l'ai pas mise celle-là, mais parce qu'elle avait déjà 2 ans. Elle existait depuis 2 ans et du coup, je voulais ramener un peu de fraîcheur avec d'autres morceaux. Mais par contre, c'est toujours ce morceau qui clôture le spectacle. Il y a une énergie folle et les gens, à chaque fois, ça les... De toute façon, le sujet... j'avais commencé en fait, à l'époque à écrire une chanson sur le fait que j'avais pas de sous. J'étais plus étudiante, il y a eu le Covid. J'avais que des jobs, j'étais pionne par-ci, pigiste par-là, donc du coup tu gagnes 100 balles à droite et à gauche, donc c'était un peu la dèche et je voulais vraiment écrire une chanson sur le fait que j'avais pas de sous et il y a Florent qui me dit mais moi j'ai écrit cette chanson là sur le SMIC et donc vas-y et j'étais mais t'as mis les mots exactement là où j'avais besoin de les poser quoi. Et ce que j'ai trouvé hyper frappant c'est que ton jeu sur scène pour cette chanson là était hyper fluide, naturel. Je m'amuse vraiment. Sur ce morceau, on sentait c'est gros éclate. Et alors après, c'est toujours aussi le problème. Enfin, je trouve ça super de finir par celle-là, mais c'est là où il y a le problème de la temporalité qui se télescope. C'est te dire, là, je suis encore différente. Et il y a une unité, hein, c'est pas du tout une critique dans le spectacle, mais à la limite, moi je trouve ça hyper émouvant de voir différentes époques aussi de ta vie en fait. C'est sûr que dans le spectacle, il y a différentes phases. Rien que les morceaux de l'EP sont les morceaux les plus récents dans ce que ça raconte de moi et on le sent. On en parle des fois avec les gars, même d'un point de vue instrumental, il y a des morceaux qui sont très swing mais qui commencent à dater et qui, moi, que je les adore, mais effectivement d'un point de vue esthétique, au fur et à mesure, ils seront remplacés par des morceaux. Tu vois, il faut toujours mettre un peu à jour. Et tu as fait des clips sur chacune de tes chansons de l'EP? Non, parce que produire un clip, c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup de sous. Donc j'ai clippé Jalouse, où je tabasse mon mec, du coup, l'horloge. En horloge. Mythique, et il culte. y a des projets, il y a d'autres projets de clips, mais pareil, c'est toujours des recherches de financement et puis du temps. Parce que, mine de rien, les plannings sont quand même chargés. C'est ça, c'est que moi, je veux vraiment avoir un petit objet... pas juste avoir de l'image pour de l'image, ce qui est important parce qu'en plus on vit dans un monde d'images. Des fois il y a des captations live, des choses comme ça, parce qu'il faut quand même diffuser. On est dans un monde où les réseaux c'est très important. Mais j'aime bien travailler les clips et faire ça bien. Au niveau musical, ça serait qui alors soit que tu as en affection, tu vois, comme moi Philippe Catherine, mais moi je suis pas chanteuse. Et est-ce que tu as comme ça d'autres figures tutélaires? Oui. Moi la grande, c'est Olivia Ruiz. C'est la première que j'ai vue en concert. Je devais avoir 8-9 ans. Et je l'avais vue au Cirque d'hiver à Paris. D'accord. Et j'avais même acheté une robe exprès pour ça. Une robe que j'ai encore, qui est chez génial. mes parents. Et c'était l'album La Femme Chocolat et tout ça, j'étais petite. Et j'y suis allée avec ma mère et j'avais été... j'avais adoré les chansons, mais ce qui m'avait scié, c'était son aisance à parler avec les gens sur scène et toutes les blagues. Et elle faisait plein de blagues avec des gros mots.
Et moi j'avais 9 ans, donc c'était... elle a dit merde. Ouais. Et du coup ça m'a vraiment marqué. Et c'est vrai que je me rends compte que dans mon spectacle aujourd'hui, tout l'aspect interaction avec le public, ça vient direct de cette petite dame que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois après. Okay. Et maintenant elle me suit sur les réseaux, donc c'était la tellement... consécration. ouais, j'étais tellement contente. Ouais. Donc c'est très cool et j'aimerais beaucoup un jour pouvoir faire sa première partie. On a failli, on était pas en compétition, mais on faisait partie des groupes qui ont été proposés à la production quand elle est venue jouer à Saint-Étienne. Puis ça s'est pas fait, mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. On la met dans chanteuse pop? Eh bien, elle aussi, elle a pas mal bougé parce que ça fait quand même bien 20 ans qu'elle est là. Elle est rock, pop. Là, son dernier album, il est un peu plus électro. Enfin, tu sens que pareil, il y a une évolution. Et puis de la chanson aussi, mine de rien, parce que oui. Pour moi, c'était sa chanson, Elle panique. La base. C'était vraiment le texte quoi. Qui est... Après. Comme quoi, tout est là depuis le début, parce que j'étais aussi une grande fan de Cœur de Pirate, son premier album. Quand j'étais au collège, je l'ai poncé. Même encore maintenant. Ah mais oui, j'adore. Ah ouais. Béatrice Martin, tout son univers aussi, c'est très pastel, les couleurs, enfin, j'adore. Moi, j'aime beaucoup Buridan aussi. Oui, carrément, ouais. Tu me fais aussi beaucoup penser à Paris Combo. Ah ouais? Ouais. Ah bah écoute... pour moi, c'est l'analogie la plus proche. Mais tu sais quoi, je le garde parce que souvent, on nous demande de dire un peu... Exactement, les programmateurs nous demandent des comparaisons et puis nous on a tendance à dire les artistes qu'on aime bien mais c'est pas forcément à eux qu'on ressemble le plus, tu vois. Donc c'est bien de... Ah ouais, Paris Combo, c'est vraiment avec cette couleur, que ce soit de ta voix ou au niveau musical, esthétique. Ah ouais, complètement. Cool. Et puis on m'a dit aussi All the Laugh pour certains morceaux un peu drôles. Voilà. Bah oui. Mais c'est pareil, moi je suis hyper fan. En fait, c'est pas pour rien, je crois que je suis fan de toi parce que tout ce que tu cites... c'est que des trucs que j'ai écoutés en boucle. Et Philippe Catherine, moi j'aime beaucoup son univers barré. Pareil, j'aimerais beaucoup un de ces quatre le rencontrer, ce monsieur. Ouais. Et il paraît que c'est un grand timide et qu'il est très anxieux à l'idée de monter sur scène. Et je trouve ça touchant. Moi, il y avait aussi quelque chose que je voulais aborder avec toi. C'est parce que t'es bizarre. Ouais. Est-ce que c'est vrai un truc? Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Chez toi, que tu l'évoques. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de personnalité, tu parles aussi de santé mentale. Oui. Et le mot bizarre, justement, j'aime bien parce qu'il est... Il est rigolo, ce mot, je trouve. Il y a un Z dedans. Déjà. Bizarre. Moi, je le trouve un peu, le mot bizarre, comme le chapeau. C'est ça. Et j'ai trouvé ça génial que tu mettes ça en avant chez toi. Donc il y a un petit côté irrévérencieux là-dedans. Mais... oui, et puis après, je serais curieuse de voir ce que tu as vu du coup, enfin ce que ça m'intéresse. Mais moi, j'ai toujours été un petit peu à côté de mes pompes, alors sans se donner un quelconque genre en mode je suis très... tu vois, bref, il y a toujours eu un décalage, notamment dans l'interaction sociale avec les gens, dans la compréhension des codes. Puis j'ai eu un environnement familial du coup qui... m'a pas découragée dans ma bizarrerie, tu vois, genre mes parents sont un peu barrés aussi et du coup à la maison c'était normal de dessiner, de faire d'être un peu bizarre et puis d'avoir des conversations comme on a là aussi, tu vois, mais du coup quand tu sors de ce cocon familial tu te confrontes à toutes les autres vies qui existent, à toutes les... Tu découvres que ton prisme n'est pas unique et qu'il existe énormément de façons de voir les choses et d'être. Et que l'humanité n'est pas forcément très tolérante. Et du coup, très jeune, on m'a dit que j'étais bizarre, et notamment parce que moi, j'ai commencé les crises d'angoisse, j'avais 5-6 ans, très très tôt, et j'ai pas compris que c'était des crises d'angoisse. Au début, je pensais que j'étais malade. Je pensais que j'avais une gastro 3 fois par jour, tous les jours. Tu vois. Et ça m'a suivi très très longtemps, et j'ai compris qu'en fait, c'était de l'anxiété plus tard, en voyant des professionnels de santé, parce que j'ai eu des moments un peu comme ça. J'ai une anxiété généralisée qui du coup m'a causé beaucoup de soucis de santé à la fois du coup dans la tête et physiquement parce que ça attaque vachement le corps. Et puis d'un point de vue général, j'ai toujours été un petit peu à côté dans le sens où par exemple à l'école, moi je fume pas, je bois pas, j'ai jamais fait de soirée. À la récréation, j'écrivais des scénarios. Du coup, en termes d'intégration, c'était pas ouf. J'ai quelques copines que j'ai, mais qui sont barrées elles aussi. Du coup, on se retrouve entre gens bizarres, tu vois. Mais un décalage dans les envies, dans les besoins, dans la façon d'être. Et du coup, on te marginalise et surtout à l'école, je trouve. Les gens sont... La société... En fait, l'école, c'est vraiment
petit reflet de la société. De ce qui t'attend après plus tard. Ouais, et puis beaucoup d'incompréhension aussi dans ta façon de vivre les émotions. Je le comprends que maintenant que je vais avoir 30 ans, parce qu'il y a eu un gros travail. Et je comprends mon fonctionnement aujourd'hui. Et j'ai encore plein de choses à apprendre, mais mon mécanisme, ça y est, j'ai commencé à le cerner. Et quand tu le connais pas et qu'en plus tu sens que ça ne matche pas avec les autres, c'est compliqué, quoi. Et tu as essayé de changer ? Oui, toute enfance, adolescence, jeune adulte, j'avais vraiment un masque, un rôle. En fait, d'ailleurs, c'est d'où mes problèmes d'ultra-perfectionnisme aujourd'hui. Okay. Parce que tout de suite, en gros, t'es chelou, tu sens que ça marche pas comme pour tout le monde. Ouais. Donc, tu vas faire tout ce qu'il faut pour être parfaite, pour qu'on n'ait rien à te reprocher. D'accord, ouais. Ça, c'est un mécanisme que j'ai compris très récemment. Et c'est un truc très inconscient qui s'est mis en place très vite. Et du coup... j'excelle dans tous les domaines. Alors, c'est pas du tout pour dire que je suis géniale, hein, pas du tout. Mais l'armure doit être complètement... parfaite, Brivante de camp, tu vois. Et sauf que, à un moment donné, arrive un moment où tu peux plus, t'as plus... L'élastique, il est trop tiré et ça pète. Et du coup, et moi, j'ai commencé à apprendre à me connaître et à me rencontrer vraiment. La première fois, j'avais 19 ans et ça a été toute ma vingtaine où j'ai commencé à faire connaissance avec moi-même et aujourd'hui, je me connais beaucoup mieux et je vais avoir 30 ans, quoi. Mais après, je pense que ça, c'est le lot de beaucoup de gens, hein, parce qu'on est tous aussi formatés par la société, par les attentes des autres. Et puis, comme le disait Balzac, la comédie humaine, tu vois, on joue tous un rôle en société parce que sinon, ça marcherait pas, tout ce bazar, tu vois. Mais en tout cas, quand ça devient une vraie souffrance, c'est qu'il y a quand même un souci. Voilà. Je pense que l'humanité est charclée. Je pense d'ailleurs, je le dis dans le spectacle, vous n'êtes pas bizarre, monsieur, vous êtes sûr que les gens pas bizarres. Moi, j'ai un peu peur d'eux, tu vois, parce que je pense qu'on est l'humanité, on est quand même bizarre quand même. Vraiment... Non, mais il y a rien qui. On a un pet au casque, voilà, mais de base, ça doit être dans la nature humaine. C'est un délire. Et après, je pense qu'on est bizarre à des endroits différents et on est tous différents en fait. Donc. Mais quand c'est en termes notamment. Quand ça se manifeste particulièrement dans les interactions sociales, forcément, par définition, c'est ce qui se voit le plus, quoi. Ouais, et puis alors, je vais te dire un truc, les femmes aussi, parce qu'il y a une éducation très genrée. Et les atypies se voient moins chez les femmes. Parce qu'on est plus... on est élevé dans le relationnel, dans le... Et puis on attend de nous qu'on soit... On est très docile, en fait, je trouve... on n'a pas les mêmes attentes pour les filles et pour les garçons, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. On le disait aussi, je crois, par rapport aux réseaux sociaux, être une femme sur les réseaux sociaux... c'est pas le même monde, hein. Mais être une femme, après c'est pas pour faire non plus du ouin-ouin, mais je crois qu'être une femme, même en société, dans la rue, tu vois, être une femme dans la rue, des fois j'en parle avec mes copains hommes ou même avec mon copain, et il le comprend. Mais tant que tu le vis pas, tu peux pas le... Il le conçoit, mais... voilà. Et ça reste abstrait, et ils ont sans doute aussi leurs problématiques, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas... Qu'à un moment, en fait, notre expérience personnelle est irréductible. Et tu vois, moi qui adore les mots, finalement, je bute à chaque fois sur les expériences, à la fois les expériences totales, comme ça, être une femme, ou les expériences limites, par exemple, être bizarre, ou en ce qui me concerne, ça va aller plus loin, c'est-à-dire être fou. Oui, tu vois, qu'il y a encore autre chose, mais il y a un continuum, clairement. Et moi, je sais que en tout cas, c'est des sujets qui m'intriguent. Et moi, ça me passionne. Hein. C'est un intérêt de ouf. Hein. Du coup. Et alors, en plus, quelque chose que j'ai trouvé profondément injuste quand ce genre de choses a fini par venir à ma conscience. Parce qu'avant, je le prenais par-dessus la jambe, je me disais, faut voir de qui ça vient, etc. Puis à force d'entendre ça, et surtout d'entendre, oui, mais tu le sais bien que t'es bizarre. Non. Non, parce que toi, c'est ton quotidien, en fait, c'est ta vie, c'est ta structure mentale. Tu me dis ça comme si je jouais un rôle. Alors, pour le coup, j'essaie de jouer un rôle peut-être normal. C'est ça. Donc, en plus, c'est injuste. Parce qu'on t'accuse de jouer le rôle de la fille bizarre pour faire ton intéressante. Alors que, et en plus, toi, tu t'es tué la santé pendant 2 heures à essayer d'être vraiment dans le moule. Et en plus, ça t'a fatigué, et en plus, on était là, genre, non mais. Et ça me fait me dire, ok, alors si tu me voyais vraiment. Mon gars, tu n'en reviendrais pas sain et sauf parce que là, t'as pas vu la pleine puissance de là quand je ne fais aucun effort. Et puis en plus, on essaie de montrer le meilleur de soi. Bon, je pense tout le monde, mais en tout cas, dans ce cas de figure-là, le bizarre inclut aussi du down plus. Toi, t'es anxieuse, je suis anxieuse, et franchement, au quotidien, c'est...
C'est comme dans l'artistique, genre dans la musique, on va d'abord te demander combien tu as d'abonnés, combien tu as de streams, et on va évaluer la réussite de ton projet en fonction de sa visibilité. Et moi je trouve ça dingo parce que tu vois, ça c'est un truc aussi, on nous avait beaucoup bourré le crâne pendant longtemps, et moi aussi pendant des années je visais vraiment l'excellence. Mais en fait c'est quoi l'excellence? Moi aujourd'hui je vis de mon métier, je fais de la scène, c'est mon travail, je suis 100% dans l'artistique. Pour moi j'ai réussi en fait, c'est trop bien. Et si un jour j'ai autant de visibilité qu'une Angèle, bon bah ma foi c'est une expérience qui est très enrichissante et pourquoi pas, mais sinon c'est cool quoi. Ouais, tu repousses pas en permanence le moment de te dire là j'ai atteint quelque chose qui me plaît profondément quoi. Et puis en plus je pense que ça vient avec l'âge aussi, c'est non mais t'es 10 fois plus mature que moi, je te le dis tout de suite. Là depuis tout à l'heure, le début de la conversation, j'apprends des choses sur deux plans. J'apprends des choses sur toi, mais j'en apprends aussi. Je pense que ça va tourner dans ma tête. C'est gentil. Il y a aussi ce truc de pourquoi je fais ça, pour qui je fais ça. Parce que pendant longtemps aussi, tu as le truc de est-ce que je fais ça pour moi, est-ce que je fais ça pour une forme de reconnaissance. Et plus j'avance dans la vie, moins alors on en a tous besoin, mais je ressens moins le besoin de reconnaissance et de validation des autres. Et du coup, il y a une espèce de lâcher prise par rapport à ça. Et donc je me mets moins la pression. Qu'est-ce que tu veux ajouter de plus qu'on n'a pas du tout abordé, qui serait un regret si on n'en parlait pas? On a peut-être oublié des choses hyper basiques. Peut-être, ouais, là j'avoue que comme ça, parce qu'on est parti. Là, moi j'avais oublié qu'on était en train de. Tu sais, genre on est en train de parler de trucs hyper. Ouais. C'est trop intéressant. Je sais pas, moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Louise et à me suivre sur les réseaux, venir nous voir en spectacle. Et puis si vous voulez discuter après comme on vient de le faire, ce sera avec plaisir. Et puis voilà, moi je suis là pour... je crée des choses pour moi mais aussi pour les autres. Voilà. Qu'as-tu pensé de cette interview? C'était hyper enrichissant et hyper fluide et très intéressant. Et alors moi j'adore les discussions comme ça, ça me nourrit. Et je trouve, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup dans la vie au quotidien. On est beaucoup sur des petites conversations. Enfin, j'ai pas ça avec tout le monde, j'ai ça avec quelques copains, copines. Donc ça fait plaisir. J'étais vraiment avec une pote en train de refaire la vie. C'est très intéressant. Je suis honorée par ce que tu me dis et pour la confiance aussi que tu m'as accordée parce que voilà, ça faisait un long moment que je t'en avais parlé et j'étais hyper contente de voir que tu l'avais aussi gardé dans un coin de ta tête. Et c'est trop cool qu'on puisse se voir en vrai du coup. C'est ce que j'allais dire. C'est beaucoup plus c'est ce que j'allais dire. Ça rend le truc plus authentique aussi et plus palpable. Je suis hyper contente d'avoir pris le temps d'attendre et tu vois, finalement ça tombait très bien parce qu'au moment où je t'avais proposé dans un premier temps, en fait, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit là auquel je suis parvenue, donc encore mieux. De toute façon, c'est... Puis il y a du soleil. Ouais, on est pas mal. Par contre, j'espère que tu n'as pas pris de coups de soleil. Non, parce que t'inquiète pas. En plein cagnard depuis tout à l'heure. Et ça me ferait un peu de bronzage. Je pourrais dire que c'est les vacances. Mais que d'un côté, par contre. Parce que là, bon. Je vais à Montpellier la semaine prochaine. Je me mettrai que du côté c'est gauche. Ça. Bon, écoute, je te dis au revoir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as donné. Et merci. puis à très vite. Bisous.